Merci beaucoup de m'accueillir déjà. Donc moi je suis Frédéric, effectivement Frédéric Gesque. Et aujourd'hui je suis jeune entrepreneur. Yes, junior senior. Voilà, exactement, puisque j'ai monté mon cabinet qui s'appelle USCOA et j'accompagne les organisations privées et publiques dans leur transformation durable. Donc sur tous les sujets de gouvernance, de croissance et aussi beaucoup de culture managériale et d'inclusion. Ça fait 34 ans que je bosse, j'ai bossé 20 ans dans les grands groupes, dans le domaine des médias professionnels, dans la presse et l'édition, et puis une dizaine d'années en direction générale d'organisation d'intérêt général. J'ai dirigé le MEDEF dans le sud de la France, l'UPE 13, la Fédération Réseau Entreprendre, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs, la Ligue contre le cancer, à l'époque où Axel Kahn était président, et sinon je suis coach certifiée, administratrice de société, et puis de temps en temps j'écris des bouquins. Mais qu'est-ce que tu ne fais pas, Frédéric? On dirait les profils de slasheurs qui sont à droite à gauche, qui s'alimentent d'un côté de l'autre. Je pense que j'étais slasheuse avant l'heure, avant que ce soit la mode. Avant même que le nom n'existe, c'est d'ailleurs grâce à toi que le concept c'est moi qui ai inventé le concept, on va dire. Que le concept a émergé. Et j'ai oublié comme si l'essentiel, c'est que je suis présidente d'une association que j'ai fondée qui s'appelle Senior for Good, dont l'objet est de lutter contre la discrimination par l'âge dans les entreprises, enfin dans le monde du travail, et de porter une vision positive de l'expérience et de l'âge. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui, c'est ce management intergénérationnel. Je me plais à rappeler que dans les entreprises, que ce soit les plus petites comme Clara, en start-up de la tech, comme les plus grosses, il y a 4 générations qui se côtoient en entreprise et qu'on a trop souvent adressé tel type de population en imaginant pour les jeunes, on va imaginer des programmes talents, pour les plus seniors des programmes seniors, et qu'en fait on creuse malheureusement l'écart si on n'est pas dans une dynamique, j'allais dire, de collectivement adresser les sujets, puisque tout le monde est concerné, par certains plus particulièrement bien évidemment, mais comment éviter de creuser encore plus cet écart et imaginer l'entreprise comme quelque chose de beaucoup plus englobant. Est-ce que Frédéric, tu pourrais nous partager, j'allais dire, ta définition du management justement intergénérationnel? Alors déjà, parler de management intergénérationnel, en fait, c'est un volet pour moi du sujet. C'est le volet du management, donc on va en parler, parce qu'effectivement, quand on gère une équipe intergénérationnelle, on va manager cette équipe. Pour moi, le sujet est plus large, c'est le sujet vraiment de la relation entre les générations dans l'entreprise, dans l'organisation, et c'est le sujet de comment, en fait, on va optimiser ce mix intergénérationnel pour optimiser la performance de l'entreprise et l'engagement des collaborateurs. Donc c'est presque plus large finalement que le management en tant que tel. C'est vraiment comment on va recréer ce lien, parce que tu as tout à fait raison, tu venais de le dire, on a eu tendance beaucoup dans nos entreprises depuis des années à siloter, à verticaliser les approches. Donc effectivement, on va une fois s'occuper des femmes, et puis des jeunes, et puis des personnes en situation de handicap, des LGBT+, etc. Et puis tout d'un coup, on dit on a oublié les vieux, on va s'occuper des vieux maintenant. Et finalement, en tout cas moi, le sentiment que j'ai parfois, c'est qu'on a tellement mis les gens dans des catégories et dans des cases, on a tellement siloté que on est toujours en train de regarder les différences et on oublie de regarder le commun. Et aujourd'hui, comme tu le disais, on a 4 générations qui se côtoient dans l'entreprise et avec les défis de la transformation qui sont devant nous, on a besoin que toutes les forces vives s'engagent. Exactement. Pas que les jeunes, pas que les vieux, tout le monde. Et donc, on a besoin peut-être de resserrer ce lien, qui est aussi un lien social. Voilà, l'entreprise, je dis souvent, c'est un lieu où on fait société. C'est un lieu aussi qui crée le lien social, qui le construit, et il faut surtout pas que nos organisations perdent ça. Il faut exactement l'alimenter. Et je dirais même ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire de se dire on a un problème, il faut qu'on trouve un moyen d'attirer les jeunes, etc. Donc on s'imagine sur tous ces programmes et tous ces plans, mais malheureusement c'est parfois trop discriminant justement, et on met à l'écart en fait ceux qui ne seraient pas concernés par cette catégorie ou par ces programmes-là, alors que l'idée c'est en effet, comme tu l'évoquais, de composer avec toutes les richesses. Tous les profils sont bien évidemment les bienvenus. Pour toi, qu'est-ce qui est vraiment crucial dans cette approche-là? Quels sont les marqueurs ou du moins les points d'accroche que tu as envie d'adresser quand tu parles d'intergénérationnel justement? Déjà, en fait, c'est un sujet très culturel, donc c'est très compliqué à traiter parce que on a dans notre société française et dans notre monde du travail la discrimination par l'âge, ce qu'on appelle l'agisme. Alors c'est pas une spécificité française, mais enfin on est quand même plutôt les derniers de la classe en Europe sur le sujet. Donc on a une vraie difficulté qui est on va discriminer les plus jeunes, parce que l'agisme touche les très jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui ont beaucoup de mal à trouver un job. Le premier CDI est très difficile aujourd'hui à obtenir. Et puis surtout les plus de 45-50 ans, où on a effectivement des stéréotypes très ancrés en fait dans notre monde du travail, dans l'entreprise. Et donc déjà le premier sujet en fait, c'est comment en fait on va réussir à sortir
en fait de ces stéréotypes qui sont compliqués à écraser. Pourquoi? Parce que ils viennent de notre cerveau. Notre cerveau a besoin de simplifier, de catégoriser pour adresser la complexité du monde. Donc notre cerveau prend des autoroutes cognitives en fait qui lui permettent de bien voir les choses et donc il met les gens en cases, en catégories un petit peu. Là-dessus, la société s'y est mise. Le marketing, les sociologues, les médias, on a inventé les boomers X, Y, Z, voilà que j'aime pas beaucoup, et qui en fait un peu comme un horoscope disent voilà en fonction de ta date de naissance, tu es comme ça et tu n'es pas autrement. Et donc il y a déjà ce travail de mise en conscience en fait par rapport à ces stéréotypes qui doit être fait et qui n'est pas simple. Et donc si on veut parler d'intergénérationnel dans l'entreprise, déjà il faut démarrer avec une vraie volonté. Et je dis toujours une volonté de la gouvernance et de la direction de l'entreprise. C'est comme tous les sujets stratégiques finalement, ça a besoin d'être incarné. Si c'est pas incarné par le dirigeant, par le management, ça tiendra pas sur la durée. Ce sera juste du washing, comme on dit pas quelquefois aussi pour en transition écologique, c'est le greenwashing, le social washing. Moi je parle du senior washing, ça peut être de l'intergénérationnel washing, pourquoi pas. En tout cas, on a besoin vraiment de prendre conscience de ça et d'avoir envie d'incarner ça et d'infuser ça dans la culture de l'entreprise. Ouais, que ce soit vraiment qu'on s'investisse du sujet et en essayant de le retranscrire au mieux aussi dans les actions quotidiennes. Sachant que ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que on va pas tout regarder par le spectre de l'âge. Bien sûr. On n'est pas un âge. Heureusement. Et tu as d'ailleurs été très futé à l'époque. On s'est nous rencontrés sur un salon, un événement entre pairs RH. Et je suis venue te solliciter après une prise de parole que tu as vue justement en nous partageant tes intuitions et l'association que tu as montée, Senior for Good. Et je pense que tu as dû être peut-être à premier abord interpellée qu'une petite de 25 ans, j'allais dire, si on part vraiment dans les stéréotypes, vienne te solliciter pour un petit temps d'échange suite à ton intervention. Et finalement, contre toute attente, bien évidemment, je me sentais concernée, investie du sujet, et je suis persuadée que c'est aussi à nous, les plus jeunes, de s'investir de ces sujets-là pour concilier toujours et casser justement ces stéréotypes, j'allais dire, à la racine, le plus tôt possible, qu'on évite de les reproduire et d'être constamment dans ces mêmes schémas-là. Et alors, contre toute attente aussi, Clara, start-up de la tech, start-up scale-up, on tend justement vers aussi le recrutement de plus en plus de seniors. Je partage une petite expérience qu'on a eue, nous, moi, dans ma précédente entreprise. On avait réalisé un partenariat avec une grosse entreprise française, dont je tairai le nom, mais qui nous avait détaché pendant quelques mois, alors quasiment une année, un collaborateur qui était plutôt dans leur catégorie, senior. Nous, on avait adoré parce que c'était un expert métier, on le voyait comme ça, par le biais de la... Bonne façon de s'en débarrasser, d'ailleurs, de l'entreprise. Ou du moins, ils avaient vraiment cette dynamique. Voilà, ils avaient cette dynamique de vouloir lui retrouver une certaine jeunesse, et c'était assez, j'allais dire, futé de leur part de se dire, on va le détacher dans cette start-up-là, il va pendant quelques mois baigner dans leur culture, dans leur nouveau mode de fonctionnement, les outils, etc. Nous, on était ravis parce que on assumait à 50% la partie rémunération aussi de cette personne qu'on n'aurait pas vraiment pu sinon se procurer, ou du moins on aurait plus difficilement pu réaliser un vrai recrutement. Et il est revenu dans son entreprise, remonté à bloc, avec une vraie jeunesse regagnée. Et par jeunesse, j'entends, on n'est pas ni jeune ni vieux, c'est plutôt un renouveau de ses compétences et de son expertise, qui faisait que, en réintégrant son entreprise initiale, il a retrouvé les casquettes de chef de projet, il était à droite à gauche, il a été remobilisé alors qu'il l'était un petit peu moins à ce moment-là. Donc il a retrouvé aussi une dynamique personnelle et, j'allais dire, très probablement une certaine fierté, parce que j'ai trop souvent le sentiment que on se dit on m'a proposé telle évolution de poste, telle autre, etc. Mais là, on me propose plus grand chose. Est-ce que je suis arrivée dans ce corner de est-ce que je suis déjà senior? Alors, j'ai que 38 ans, 42. Maintenant, à n'importe quel âge, on dit qu'on est senior. C'est d'ailleurs assez improbable, je trouve. Et donc voilà, je trouvais rigolo de partager ça. Moi, je me plutôt concernée par la partie, en effet, jeunisme. On se dit souvent, mais attends, DRH à 24 ans, ça n'existe pas. Je vous rassure, j'en ai plus 24, mais dans l'idée, je me suis quand même assez confrontée à ces idées, ou du moins ces stéréotypes qu'on pouvait avoir. C'est très chouette aussi, je trouve, de retrouver, c'est pas tant une jeunesse, ce renouveau professionnel qui est trop peu souvent porté par les entreprises. En fait, c'est ça. Après, est-ce qu'il faut sortir systématiquement les gens de l'entreprise pour retrouver cette dynamique? J'espère pas. J'espère qu'il ne faut pas que ça. C'est dommage. Ça devrait pas être le cas. Est-ce qu'il faut envoyer des gens expérimentés prendre un bain de jeunesse pour retrouver de la créativité?
Ça aussi, tu vois, c'est un petit peu dommage parce que en réalité, ça fait aussi beaucoup partie des stéréotypes. Hein, Bien sûr. on dit les jeunes sont plus créatifs, sont plus innovants. Si on regarde les études scientifiques, en fait, toutes les études scientifiques ont démontré que c'était pas vrai du tout. Exactement. Notamment les études concernant l'entrepreneuriat ont démontré que plus les entrepreneurs étaient âgés et plus ils avaient la capacité de mettre des innovations de rupture sur leur marché. Et notamment les entrepreneurs de plus de 50 ans. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est dans la Startup Nation où effectivement l'image de l'entrepreneur, forcément, eh bien c'est l'entrepreneur jeune qui monte sa start-up, etc. Alors qu'en réalité, les entreprises montées par des entrepreneurs plus âgés sont plus successful que les plus jeunes. Donc on casse aussi un peu ça. Après, effectivement, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'expérience comme celle que tu décrivais. Pourquoi ? Parce qu'on va mixer des mondes qui ne se parlaient pas, et quand on sait que dans les startups, il n'y a que 1,3% de l'effectif qui a plus de 50 ans, 1,3% de la masse salariale des startups à plus de 50 ans, quand on sait que nous représentons les plus de 50 ans 24% de la population active aujourd'hui, on voit bien le chemin qui reste à faire aussi côté start-up pour mixer l'environnement et retrouver de la richesse en fait, d'échanges et de l'altérité. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que le sentiment que ça me donne parfois, c'est que on a plus voulu, peut-être, alors inconsciemment, dans nos entreprises, qui est de l'altérité, qui est du débat, qui est de la discussion. Je parle pas de conflit, je parle simplement d'avoir des façons de voir les choses peut-être différentes, parce que c'est vrai qu'en fonction, pas forcément des cases dans lesquelles on est, mais de l'époque, de ce qu'on a vécu, de notre vécu, et notamment avec les outils technologiques qui ont vraiment redimensionné certaines choses. En fonction de ça, on va avoir des façons de voir les choses peut-être différentes, et ce qui est passionnant, c'est justement de mixer ces manières de voir et en fait d'en débattre, de réfléchir ensemble, et c'est de là en fait qu'émerge l'innovation et la créativité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu, notamment par exemple dans l'écosystème start-up. Où là, le jeunisme est plutôt en faveur des jeunes. Tu vois, c'est plutôt, on est quand même dans une société globalement qui est assez jeuniste. On voit la publicité, la télévision, le cinéma. On prône vraiment cette image-là. Il faut être jeune, il faut être beau, pas avoir de rides. Voilà, il fait pas très beau en France ou dans d'autres pays aussi d'ailleurs. Avoir plus de 50 ans, les femmes double peine en plus, c'est encore pire. Comme je dis toujours, il vaut mieux avoir les tempes de George Clooney que les rides de Meryl Streep. Mais donc effectivement, on a quand même cette tendance un petit peu aussi au jeunisme, même si, comme je le disais, l'agisme touche aussi les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est ça qui est un peu fou d'ailleurs. Là, j'ai du mal à comprendre les entreprises parce qu'on veut des jeunes, mais pas trop jeunes. Enfin, on veut des jeunes, mais avec de l'expérience. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, ça devient un petit peu compliqué. Et l'intérêt, justement, il est toujours, encore une fois, il est dans le mix, dans la richesse de la diversité. Exactement. Et je suis persuadée que les RH sont une matière créative, qu'il faut redoubler justement d'innovation et de stratagèmes, pour contourner ces biais-là, qui nous sont imposés, qui sont tellement prônés à droite à gauche qu'il faut faire preuve de courage et se dire on va faire différemment, on va tracer un sillon, faire bouger les lignes, et je sais que tu le fais beaucoup. Quelles sont pour toi les actions justement plus concrètes qu'on peut mettre en place? Tu m'avais évoqué par exemple sensibiliser justement à ces biais stéréotypes, mais également encourager une communication ouverte, le suivi des formations continues. Oui, en fait il y a énormément de choses évidemment à faire, encore une fois sans tout regarder par l'âge, encore une fois, pour moi, l'âge, c'est un levier de performance opérationnelle, un levier d'engagement pour les salariés quand on l'optimise. Pourquoi? Parce qu'on va optimiser une dynamique, une cohésion. On va donner davantage de sens aux gens parce qu'ils vont être plus dans la discussion, dans l'échange, etc. Et par là même, forcément, tu auras un impact sur la productivité de la boîte, sur la performance et donc aussi sur l'engagement. Et on est aujourd'hui dans une époque où il y a beaucoup de questionnements autour de l'engagement de nos salariés, donc c'est quand même un sujet important. Après, comment mettre ça en place dans une entreprise? Bon, globalement, comme tu le disais, normalement, à part dans certains écosystèmes, on a 4 générations qui se côtoient. Si on veut en fait que ces générations ne se contentent pas de cohabiter, mais vraiment font ensemble, ont envie en fait de faire les choses ensemble plutôt qu'à se regarder en disant non mais le ok boomer c'est bon, ou tant le petit jeune toi t'es juste fainéant, tu sais rien faire, on s'en fiche. Donc si on a vraiment envie de dépasser ces stéréotypes et ces préjugés en fait de ces fameuses cases générationnelles, la première étape qui est nécessaire me semble-t-il, c'est la sensibilisation. Pourquoi? Encore une fois, tout simplement parce que nos biais cognitifs, notre cerveau, lui, il simplifie. Il catégorise, et donc toutes ces cases qu'on nous a
appris, hein, tu regardes les médias, il y a eu plein de bouquins là-dessus, hein, la génération Z, oh là là, qu'est-ce que ça fait couler de l'encre, les Y et les Z, ça a fait beaucoup de business, hein, ce truc-là. Et donc, effectivement, à force d'entendre ça, on a un petit peu intégré ça aussi, hein, parce que, on appelle ça les prophéties autoréalisatrices, à force de s'entendre dire, par exemple, que quand on est vieux, entre guillemets, qu'on a plus de 50 ans, on est has-been, on est déconnecté, il y en a qui finissent par le croire, hein, à force d'entendre ça. Et donc, si on veut que les choses bougent un peu, eh bien, c'est un effort. C'est un effort, en fait, pour le cerveau. C'est un effort cognitif. Et donc, il faut sensibiliser les gens à cet effort pour les mettre en conscience. C'est pour ça que, en général, quand je travaille moi, avec des entreprises sur ce sujet de l'intergénérationnel, on démarre toujours par de la sensibilisation de l'ensemble des salariés. C'est assez classique, en fait, hein. C'est-à-dire, moi, j'ai une conférence, par exemple, que je donne beaucoup en entreprise aujourd'hui, où, en fait, avec de l'humour, avec de l'émotion, avec des exemples très concrets, en fait, je vais déconstruire, finalement, les stéréotypes qu'on a tous, parce qu'alors, on est tous fait pareil. On est tous matrixés. Voilà, on est tous comme ça, quel que soit notre âge, on a chacun nos préjugés envers les autres, et donc on déconstruit tout ça. Et à la fin de la conférence, moi, j'adore, c'est si quand le public vient me voir, les participants me disent, oh là, mais je regarde plus mon collègue de la même manière, là. Bien sûr. Waouh. On est tous impliqués, et finalement, on est tous intéressés et on est tous impliqués. Et c'est d'autant plus étonnant et triste d'ailleurs qu'on ait besoin de ça, que l'âge, c'est quand même le seul sujet qui concerne juste tout le monde, hein, normalement, enfin je vous le souhaite. Même si on n'est pas concerné aujourd'hui. De toute manière, on est tous à un moment jeune, moins jeune et plus jeune, et donc on est tous concernés, et en plus on le voit dans notre famille, dans notre vie familiale, dans notre vie privée, on a des parents, on a des frères et sœurs, on a des enfants, et donc cet intergénérationnel, on le vit en dehors du monde du travail. Donc l'idée en fait de cette sensibilisation, c'est de remettre ce sujet aussi au cœur de la vie de l'entreprise, et que encore une fois c'est aussi l'opportunité, l'occasion pour les dirigeants, les DRH de aussi donner le là, montrer la direction aussi à l'ensemble des salariés en disant vous regardez, c'est vers ça qu'on veut aller, nous c'est ça qu'on veut, c'est cette coopération intergénérationnelle, c'est de vraiment traiter tout le monde de la même manière et d'aller chercher le commun à vous tous pour porter notre entreprise. Donc la sensibilisation, c'est vraiment la première étape. Et t'as une deuxième étape juste derrière qui est aussi de la sensibilisation et qui peut aller jusqu'à la formation, qui est surtout, enfin pour moi, c'est le sujet du management. Parce que les managers, ils sont en première ligne. Si tu as des managers qui ne sont pas conscients de leur propre biais, comment veux-tu qu'ils accompagnent leurs équipes à s'ouvrir à la différence et à l'altérité de chaque génération? Compliqué. Si tu vois, si même en recrutement, que ce soit le DRH, le manager, si dans ta tête, ton stéréotype te dit les plus de 50 ans, ils ont plus de créativité, ils savent pas trop innover, et par contre les jeunes, ils sont à fond sur l'innovation. Eh bien, tu vas recevoir des candidats, eh bien, chez le jeune candidat, tu vas aller rechercher ce qui confirme ton stéréotype, qui dit oui, il est innovant celui-là, etc. Chez le senior qui arrive en candidat, tu vas même pas aller chercher ça, parce que pour ton cerveau va te dire non, mais lui, c'est pas la peine, il sera pas là-dessus, tu vois. C'est terrible. D'où l'importance, en fait, à accompagner, en fait, les managers, et notamment le management opérationnel, terrain, qui est avec les équipes tous les jours, et puis bien sûr, tous ceux qui recrutent. Et on voit bien, parce que parfois dans les entreprises, les DRH, eux, sont sensibilisés, mais pas les managers. Et du coup, ils passent les CV, et c'est au niveau du management opérationnel que ça bloque. Donc il y a vraiment un petit peu toute cette chaîne managériale qui doit aussi intégrer ces sujets-là. D'où cette phase de sensibilisation qui est vraiment essentielle. Et après cette phase-là, tu les sensibilises. Comment est-ce que tu t'assures et tu fais vivre le fait qu'ils soient justement tous garants de porter ces messages au quotidien? C'est comme les valeurs, tu veux, si elles sont pas retranscrites dans les comportements, tu peux les placarder au mur, elles seront pas vécues. Est-ce que c'est en faisant par exemple des binômes, en faisant le côté mentorat, une idée folle, mais une personne plus senior et une personne plus junior, est-ce que tu leur fais un binôme et tu leur dis vous êtes en tandem, débrouillez-vous, mais il faut que ça marche et on va vous mettre sur des sujets en commun et il va falloir que vous craquiez le code entre guillemets? Bah oui, en fait, t'as deux choses. T'as le sujet de la culture à infuser. Parce que je pense que de toute façon, c'est comme tous les gros sujets stratégiques, hein, quand on parle d'RSE, enfin, tout ce qu'on veut, c'est exactement pareil. Si tu n'infuses pas dans la culture, dans les valeurs, et que tu ne l'incarnes pas aussi au niveau de la direction, c'est comme l'égalité homme-femme, hein. Si t'as un COMEX 100% homme, et que t'expliques aux équipes, nous, on est pour l'égalité homme-femme, voilà, bien sûr. T'as un petit souci de perception, donc c'est exactement la même chose. Donc il faut déjà l'incarner et montrer en fait qu'il y a cette dimension dans la culture, et donc pour la mettre en action, en mouvement, il faut effectivement que ça se concrétise
dans les faits, dans les actions. Et là, effectivement, une fois que tu as sensibilisé, formé, tu vas être sur des dispositifs d'action qui sont en fait, qui peuvent être très simples en réalité. Il n'y a pas besoin d'être une multinationale et d'avoir des gros moyens. Une TPE fait des choses quelquefois formidables. Et là, tu as une multitude de possibilités, sachant que l'essentiel, c'est quoi? Eh bien, c'est de mettre les gens ensemble et de les faire travailler ensemble, de leur faire faire des choses ensemble, de les faire être ensemble. Donc ça peut être effectivement des équipes projets intergénérationnelles, des binômes intergénérationnels sur des projets. Moi par exemple souvent j'accompagne des équipes projets dans des séminaires de cohésion où j'intègre cette dimension-là dans la cohésion d'équipe. Il n'y a pas que ça dans des éléments d'une coopération, d'une cohésion d'équipe, mais c'est un des éléments qui est intéressant. Parfois on peut achoper sur des sujets de vocabulaire par exemple. Les mots, faire la chasse aux mauvais. Mettre les gens en conscience finalement de tout ça, c'est vraiment intéressant. Tu peux mettre en place des sessions de co-développement intergénérationnel. Tu peux organiser des événements aussi de convivialité. On fait des events, on fait moi j'ai pitch parties intergénérationnelles par exemple. Enfin, alors mais il y a plein. Enfin, après l'imagination est au pouvoir. On peut faire plein de choses. Faisons preuve de créativité. Voilà. Et sur le sujet du mentorat, alors moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que souvent quand on parle des seniors, dont je fais partie, on dit mais les seniors c'est bien, ils vont transmettre. Voilà, les seniors, on va les garder finalement, puisque maintenant on doit les garder. Ils ont le savoir. Il y a eu la réforme des retraites, etc. Donc ça, c'est un des seuls stéréotypes, on va dire, positifs de la seniorité, c'est t'as de l'expérience, tu vas pouvoir la transmettre. Mais attention, tous les seniors n'ont pas forcément envie de transmettre. Exactement. Les seniors peuvent avoir aussi envie d'apprendre. Et en réalité, la courbe d'apprentissage ne s'arrête pas. On peut être formé tout au long de notre vie. Et donc, par exemple, chez USCOA, on a imaginé une nouvelle méthodologie. Vous savez que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le mentorat quand j'étais chez Réseau Entreprendre, puisqu'on concevait tous les référentiels de mentorat des entrepreneurs. Et donc, en fait, on a travaillé sur une nouvelle méthodologie, en fait, de mentorat croisé. C'est-à-dire que j'ai pas, tu vois, aujourd'hui, t'as le mentorat. Donc, c'est les seniors qui apprennent aux jeunes. T'as le reverse mentoring, le jeune qui va apprendre aux seniors, plutôt du digital. Et donc, nous, en fait, on fait les deux. On va mailler les deux. On va permettre, en fait, à des binômes de se former à être à la fois mentor et mentoré avec une méthodologie spécifique. Et puis, chacun, en fait, va porter un sujet et va accompagner l'autre. Excellent. Et là, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, chacun est porteur de valeur. T'as pas un sachant. Il y a un côté gagnant-gagnant, C'est gagnant-gagnant, complètement. Alors après, ça s'organise parce que, évidemment, il faut un petit peu le structurer et puis que les gens soient accompagnés, pas juste les mettre en binôme et dire, allez, débrouillez-vous, les gars. Mais là, ça devient vraiment intéressant. Parce que là, vraiment, en fait, chacun va apporter à l'autre et le lien se fait et est très fort. Et ça peut après s'aimer aussi dans l'entreprise et c'est intéressant. Donc, t'as plein comme ça de dispositifs, voilà, qu'on commence à imaginer, à concevoir, à mettre en place. Après, parfois, t'as besoin quand même de toi, sans catégoriser, sans mettre dans les cases, tu peux avoir besoin quand même d'adresser certaines populations de façon spécifique. Peut-être juste un exemple. Moi, au début, quand j'ai des clients qui m'ont contacté en me disant on aimerait faire des ateliers pour nos seniors. Donc moi au début j'étais contre en fait de ces ateliers seniors parce que je me disais on va pas recatégoriser et enfermer les expérimentés entre eux, donc j'essayais de vendre de l'intergénérationnel, je disais aux clients mais vous préférez pas mélanger, etc. Et en réalité je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un vrai besoin parce que tu le disais je crois au début de notre échange, les expérimentés dans les entreprises, alors c'est pas ceux-là qui sont en recherche d'emploi mais ceux qui sont dans les entreprises, parfois effectivement il y a un certain mal-être, on le voit dans les baromètres internes de la boîte, etc. Ils sont pas hyper à l'aise parce que pourquoi? Tout simplement parce que ça fait quelques années que l'entreprise s'occupe beaucoup des jeunes. Bien sûr. On a eu beaucoup de réflexions sur la jeunesse, avec les tensions sur le marché de l'emploi, on a du mal à recruter, on a du mal à fidéliser, on s'est beaucoup focalisé sur les jeunes et donc finalement, encore une fois, on a arrêté de former les plus expérimentés, on les a un petit peu laissés de côté. Et aujourd'hui, moi je vois pour certains clients, j'anime des ateliers vraiment d'accompagnement en fait de leurs salariés expérimentés, on travaille, on rebooste la confiance, on travaille sur la singularité de la valeur de la personne, on redonne envie à la personne de s'engager, tu vois, c'est un petit peu comme l'expérience de ce senior qui était venu dans ta start-up, mais là c'est sans sortir de l'entreprise, et en fait ça leur fait un bien fou, et du coup ça les réouvre aussi à mieux travailler avec les jeunes de leurs équipes. Bien sûr. En fait. Et alors, concrètement, pour notre audience qui nous écoute, j'aime bien que chacun puisse repartir avec un petit crunch de ce podcast. Quels seraient pour toi les premiers pas où, justement, tu as toi ces deux
ces deux activités que tu portes, et tu es vraiment un porte-parole, je veux dire, costaud, on te voit partout, et j'espère que vous irez tous suivre justement Frédéric sur LinkedIn et différents réseaux. Mais pour toi, quels seraient les premiers pas ou les premières petites actions qu'on pourrait, à tout niveau, dans tout type d'entreprise, mettre en place pour adresser le sujet? Ben c'est vraiment déjà s'y intéresser au sujet, tout bêtement en fait, se dire que là il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire regarder, faire un constat quand même dans l'entreprise, voir où on en est, tu vois, finalement quelle est la pyramide des âges de mon entreprise, comment ça se passe, etc. Et puis à partir de là, faire cette phase de sensibilisation. Se faire accompagner par toi, en l'occurrence. Ah bah ça ce serait parce que vous n'êtes pas très nombreux. Alors, pour le rappeler, vous êtes vraiment pas très nombreux, voire même tu es une des rares qui porte le sujet. Donc en fait, vous avez l'expert devant vous et il faut s'adresser à Frédéric. Oui, c'est vrai, t'as raison. Allons-y, Franco. Alors, évidemment, il y a quand même d'autres experts, bien sûr, sur ces sujets, mais c'est vrai que c'est très intéressant, en fait, de le mettre sur la table auprès de l'ensemble des salariés, de façon assez conviviale, de façon, encore une fois, avec de l'humour, de façon légère, parce qu'il faut pas en faire non plus une problématique interne, tu vois, épouvantable. L'objectif, au contraire, c'est que tout le monde sourit et se dise, mais oui, mais c'est vrai, finalement. C'est évident. C'est tout ça, c'est évident. On a un peu perdu tout ça. En plus, au quotidien, dans les équipes qui sont déjà intergénérationnelles, globalement, ça fonctionne. Bien globalement, sûr. les gens, ils disent, mais oui, bien sûr, regardez-nous, ça se passe très bien, etc. Quand il y a des tensions, c'est lié justement à une méconnaissance, au fait qu'on ne prend pas le temps, encore une fois, de regarder ces stéréotypes, etc. Donc, prendre ce temps-là, pour moi, c'est vraiment un premier pas assez magique. En fait, et puis après il y a plein d'outils évidemment autour de soi qu'on peut utiliser, on en a cité quelques-uns tout à l'heure. Bien sûr. Génial. Est-ce que tu as une dernière idée ou un dernier partage que tu avais envie d'adresser ici? Bah ça va faire un peu auto-promo, mais j'ai envie de vous dire de lire mon prochain bouquin. Ah génial, génial. Il sort quand? Voilà, puisque le dernier l'année dernière chez Roll, c'était devenir une entreprise à impact, mais le prochain qui sort à la rentrée chez Roll, là donc tout début octobre, je crois en librairie, il s'appelle Le choc des générations n'existe pas. Excellent. Et donc j'ai vraiment essayé de faire le point un peu sur les évolutions du monde du travail, sur ces fameuses cases générationnelles dans lesquelles finalement on a été enfermé un petit peu contre notre gré, et comment déconstruire ces cases. Et en fait c'est un peu un manifeste personnel, ce bouquin, parce que j'ai essayé en tout cas de proposer, de faire des recommandations et de proposer des actions individuelles et collectives. Parce que moi, je crois que de toute manière, les actions du collectif dans l'entreprise, elles démarrent quand même toujours par la responsabilité individuelle, et que chacun, chacune, quel que soit notre âge, quelle que soit notre position en fait dans le monde du travail, on a un rôle à jouer aussi pour faire bouger les lignes. Et que c'est quand même une responsabilité aussi citoyenne. Parce que on parle de l'âge dans l'entreprise, mais aussi c'est la raison sociale en fait, la raison d'être de l'entreprise aussi. Exactement, et puis c'est une responsabilité sociétale, parce que quelle société on veut pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour demain, si on n'est pas capable en fait déjà dans l'entreprise de gérer ce chemin de vie en fait et ces âges. Qu'il faut avoir que voilà entre 30 et 45 ans pour avoir le droit d'avoir sa juste place. C'est trop triste. Exactement. Et donc voilà, c'est donc aussi une responsabilité individuelle de chacun, et chacun peut agir en fait à sa façon. Toi, j'en suis convaincue, et dans le livre, j'essaye en tout cas de proposer des pistes d'action à tout le monde. Excellent. Merci beaucoup Frédéric, ravie de t'avoir eu sur le podcast. Merci à toi. Au plaisir de lire ton livre. Courez vite en précommande. Il sera aux quelles éditions? Erol. Erol à nouveau. Superbe. Merci encore. N'hésitez pas à suivre Frédéric et à la solliciter plus directement pour toutes les petites actions et les premiers pas que vous ferez en entreprise. Merci beaucoup, et allez-y tous, l'intergénérationnel, il n'y a que ça de vrai. Yes. Vous êtes tous concernés. Merci encore.